Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le vice-président Tiemoko Melet Kone, solidaire des musulmans de Côte d'Ivoire, il leur a fait des dons en vivres et non-vivres. Le COSIM a reçu 10 tonnes de riz et de sucre et les personnes vulnérables 100 tonnes. Des gestes de générosité appréciés par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Au Sénat, le groupe parlementaire RHDP se positionne dans une dynamique d'innovation. Des commissions techniques sont désormais mises en œuvre pour une meilleure appropriation des projets par les sénateurs. Le but est de renforcer leur compréhension et leur appropriation des projets d'examen de loi à venir. La ministre Nasseneba Touré poursuit sa mission à New York aux États-Unis. Elle a eu une série d'activités aujourd'hui. Dans les échanges avec les personnalités des organisations internationales, elle a évoqué la promotion des droits des femmes et la lutte contre la pauvreté féminine. À J-4 de la présidentielle au Sénégal, les candidats multiplient les meetings pour convaincre plus d'électeurs. Le scrutin aura lieu ce dimanche. 19 candidats sont dans la course pour succéder au président Macky Sall. Et soyez les bienvenus sur RTI1. La charité se renforce en ce mois de jeûne pour la communauté musulmane. Le vice-président Tiemoko Melet Kone vient justement de poser un geste de générosité. Il a fait plusieurs dons en vivres et non-vivres. Le COSIM a reçu 10 tonnes de riz et de sucre et les personnes vulnérables 100 tonnes, comme nous l'explique Franck Adio. 10 tonnes de riz pour le COSIM, 5 millions de francs CFA en numéraire, plus 100 tonnes de riz et de sucre pour les populations vulnérables des villes de l'intérieur du pays. Les émissaires du vice-président au siège du COSIM sont venus les bras chargés. Siriki Siloué Kone, directeur de cabinet adjoint, et le conseiller Sissé Sabati sont aussi porteurs d'un message de Kone Tiemoko Melet. Il m'a particulièrement demandé de vous dire merci pour toutes les prières que vous faites sans relâche pour la cohésion sociale et la paix dans le pays. Et plus récemment, il garde en mémoire la mobilisation exceptionnelle de nos guides religieux et notamment de nos imams pour la bonne tenue de la CAN 2023. Le cher Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, et les autorités religieuses présentes ont formulé des prières en direction du donateur pour ses actions de solidarité en faveur de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Voilà, ces gestes de générosité sont appréciés par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Le COSIM exprime aussi sa charité aux fidèles. Vous allez le voir, c'est du côté de Jesco, dans la commune de Yopougon. Et ce fut un moment de partage et de communion soldé par une rupture collective du jeûne. C'était en présence du maire Adama Bictogo, des guides religieux et des chefs de communauté. À Amidera Souba, Olivier Kra, Nikez Yao pour le reportage. En cette période de jeûne musulman, les populations du quartier de Jesco dans la commune de Yopougon ne sont pas oubliées. Elles reçoivent des dons de la part du COSIM. Le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques a fait un don de 4 tonnes de riz, 4 tonnes de sucre, plus la somme de 2 millions de francs CFA. Nous sommes dans le mois du partage et de la générosité. Les imams ont donc décidé de venir aujourd'hui faire preuve de générosité et de partage avec nos frères. Nous avons été bien accueillis d'être en compagnie du maire qui a laissé pratiquement tout son programme pour être là ce soir avec nous. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à la fêtière des guides religieux musulmans. On remercie seul Dieu qui nous a fait réunir aujourd'hui ici. D'une fois, en raison, notre maire, premier magistrat de Yopougon, avec Sek Aïma, c'est la première fois qu'on voit ça. Parce que ça est là, c'est pas facile. Mais on remercie beaucoup à Dieu qui nous a fait aller devant toujours, qui est d'accord tout ce qu'ils font. Le geste du COSIM est également bien accueilli par le maire de Yopougon. Adama Bictogo a réaffirmé son attachement aux côtés des populations. Au nom donc de la municipalité, nous voudrons, et des populations de Yopougon, d'exprimer
les salutations fraternelles de tes frères de Yopougon, mais en particulier de nos frères de GESCO. Chers imams de la délégation du Cheikh Aïma, la municipalité se joint à moi pour vous traduire les salutations. Le maire Adama Bictogo a également fait don de 2 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre et la somme de 2 millions de francs CFA aux populations. Voilà, le ramadan est un mois de partage, reste aussi un mois de méditation assidue pour les fidèles. Nous allons voir dans ce reportage comment les plus jeunes, notamment la jeune fille, se familiarisent avec le Coran, comment s'approprie-t-elle davantage l'enseignement islamique. L'UFESI est l'Union des femmes enseignantes des établissements confessionnels islamiques de notre pays, vient d'initier un concours. Une quinzaine de candidates sont en lice pour la grande finale. Ismaël Evradeo, David Soyo, Arnaud Kofi. Immersion au cœur du Saint-Coran. Ainsi pourrait-on résumer le concours national féminin de mémorisation du Noble Coran et des hadiths. L'initiative vise à inculquer des valeurs spirituelles à la jeune fille. Pour cette 12e édition, Rama est la lauréate. Elle a su convaincre le jury par ses belles narrations et de meilleurs hadiths. Je suis contente à mon jeune âge de mémoriser une simple partie du Saint-Coran. Et je suis tellement contente d'être distinguée parmi les personnes. La jeunesse aujourd'hui se donne à la religion, surtout les filles. Donc ça c'est très bon dans la religion. L'action est portée par l'UFESI, l'Union des femmes enseignantes des établissements confessionnels islamiques en Côte d'Ivoire. Thème retenu cette année, le Coran est moins efficace pour la jeune fille. Nos parents d'avant, c'est vrai, ils n'étaient pas bien instruits, mais avec le peu Coran qu'ils avaient, tout allait bien. C'est pour interpeller nos sœurs à faire un pas en arrière, à prendre le Coran comme soutien et solution à tous les problèmes. Outre les jeunes filles, des dames ont également été récompensées pour leur narration et belles notes coraniques. Créée en 2012, l'UFESI, l'Union des femmes enseignantes des établissements confessionnels islamiques en Côte d'Ivoire, met au centre de ses activités l'éducation de la jeune fille. La ville de Divo, dans la région du Logibwa, vibre aussi au rythme d'un concours de lecture coranique doté du prix El Hadj Bala Coulibaly qui met en compétition des jeunes apprenants. Cette année, ils étaient 10 à prouver leur parfaite maîtrise des versets coraniques. Les détails avec Mahama Traoré. Après une âpre compétition entre les 10 finalistes, le jury devait départager les 2 meilleurs. Battle à l'issue de laquelle Amara Gassama est sorti grand vainqueur de la 4e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran doté du prix El Hadj Bala Coulibaly. Depuis le commencement, le concours était très sérieux. Et à la fin aussi, quand on nous a appelé, qu'on a venu pour qu'il puisse choisir entre nous deux, là aussi c'était un cas très difficile. Je remercie le bon Dieu. Et je suis très content aussi. Le Coran, c'est la bénédiction, c'est la parole d'Allah. Tout lieu où le Coran est récité, est considéré, il n'y a que du bonheur, des baraka. Donc nous invitons tout le monde à s'occuper de ça, à encourager les apprenants et également à encourager les enseignants du Coran. Pour son triomphe, Amara Gassama reçoit 1,5 million de francs CFA et un diplôme. Au total, c'est 5 millions de francs CFA de primes d'encouragement qui aura été distribué à l'ensemble des compétiteurs de la part de l'initiateur du prix, Famoussa Coulibaly. Le député de Divo était pour l'occasion soutenu par une dizaine de parlementaires de l'Assemblée nationale. Ils sont venus de tous les partis politiques. Ça fait la Côte d'Ivoire de l'entente et de la cohésion et de l'unité. Nous sommes aussi venus de toutes les religions. Il y a des chrétiens de toutes sortes. Il y a des musulmans et il y a des gens qui ne sont pas musulmans ni chrétiens, mais sont tous venus pour venir célébrer la parole de Dieu, parce que Dieu est au centre de tout. Ces jeunes qui, dans la fleur de l'âge, à peine 18 ans, ont entièrement mémorisé ce noble livre, plus de 6000 versets. J'avoue que ce n'est pas facile. C'est un livre qui est une source de guérison, et ce qui est éloquent, c'est que ces éditions mobilise l'ensemble des populations ivoiriennes. Nous prions Dieu que la 5e édition
puisse être encore une grande réussite pour pérenniser le nom de ce grand érudit qu'a été feu El Hadj Bala Coulibaly, mon très cher et bien-aimé père. En perspective, le prix El Hadj Bala Coulibaly prévoit de construire une école confessionnelle islamique délivrant à la fois enseignement général et cours de mémorisation du Saint-Coran. Voilà, et dans cette ambiance de prière, de partage, au Sénat, le groupe parlementaire RHDP se positionne dans une dynamique d'innovation. Des commissions techniques sont désormais mises en œuvre pour une meilleure appropriation des projets par les sénateurs. Le but est clair, renforcer leur compréhension et leur appropriation des projets d'examen de loi à venir. Marie-Chantal Akandan, Richard Vao, pour le reportage. Après avoir élaboré des outils et des stratégies innovants pour optimiser son rayonnement, le groupe parlementaire RHDP au Sénat passe à l'action en mettant en place des commissions techniques au sein de leur bureau. L'objectif est de mieux appréhender en amont les textes de loi à venir et de garantir leur conformité politique lors des votes. Nous avions élaboré un règlement intérieur qui mettait en place un certain nombre d'organes. Aujourd'hui, nous sommes à la mise en place d'un organe essentiel que nous appelons les commissions techniques. Donc à notre niveau ici, avant d'aller à une quelconque plénière, une quelconque rencontre d'examen des lois avec les émissaires du gouvernement, nous avons jugé utile de mettre en place une commission technique qui puisse porter un pré-examen des lois, de sorte à ce que les sénateurs puissent maîtriser effectivement, avoir une connaissance parfaite de tout le dispositif légal qui doit être mis en place. 5 autres commissions existent pour pouvoir faire la mise en œuvre de notre mission. On a élaboré un calendrier pour tout ce qui concerne les travaux de pré-examen. Tout est mis en marche. Il faut aller très vite pour pouvoir être véritablement à la hauteur. Cette initiative témoigne d'une avancée significative vers une préparation et coordination au sein du groupe parlementaire RHDP au Sénat. Voilà, et cette invitation maintenant à l'intention des jeunes qui sont appelés à jouer leur partition dans le développement de notre pays. Le CNDH en ligne des mires invite tous les jeunes à occuper toute leur place au sein des partis politiques. Ce programme s'inscrit dans la dynamique des stratégies des Nations Unies pour la jeunesse. Il vise à promouvoir la participation des jeunes à la vie publique et politique. Le CNDH et le NDI poursuivent cette initiative qui a démarré dans la commune de Yopougon, ensuite à Port-Bouilly. Ces jeunes leaders des différentes obédiences politiques sont des acteurs majeurs de ces rencontres. Ils participent à des panels qui mettent en ligne de mire leur rôle au sein des partis politiques. Faciliter et renforcer la compréhension de ces jeunes de la chose politique, une priorité pour la présidente du CNDH. Qu'est-ce qui les maintient dans leur parti? Quels sont les engagements que prennent leurs dirigeants pour les maintenir dans leur parti? Et quels sont les projets et programmes concoctés pour eux par les dirigeants de leur parti? Kapemi sur Makori, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, est dans le même décor. Des statistiques officielles du recensement général de la population et de l'habitat de 2021. Ces données indiquent que les jeunes de moins de 35 ans représentent 75,6% de la population ivoirienne. Cependant, nonobstant leur poids démographique et leur intérêt pour la chose politique, la proportion des jeunes représentés dans les instances décisionnelles des partis politiques est encore faible. Changer l'opinion de ces jeunes au sein de leur formation politique et leur permettre d'être très utiles pour leur communauté. 75%, c'est énorme. Et donc, ces jeunes-là, il faut les former, il faut qu'ils aient une formation politique pour mieux servir leur parti politique. Donc, c'est un peu cet exercice auquel on soumet les jeunes pour qu'ils comprennent leur rôle qu'ils doivent jouer. Pourquoi pas un quota pour les jeunes au sein des assemblées élues, comme pour les femmes. Surveiller et faire respecter les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, veiller également au respect des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire résultant de ratification et des instruments relatifs aux droits de l'homme sont les principales missions du CNDH.
De l'oxygène pour tous afin de préserver des vies. Cette promesse est traduite en acte par l'inauguration du site, le lancement du projet pour l'approvisionnement en oxygène liquide médical de San Pedro, et c'est le fruit de la coopération Côte d'Ivoire-États-Unis. Ce projet, dont du gouvernement américain de près de 4 milliards de francs CFA, va desservir 7 établissements sanitaires de notre pays. Sam Conan est pour plus de détails. À travers la coupure symbolique de ruban, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, permettent à plus de 8 millions d'habitants de bénéficier d'oxygénothérapie disponible désormais en qualité et en quantité, à San Pedro et dans 5 autres villes du pays. Les installations, équipements et fournitures du projet LOX de près de 4 milliards de francs CFA comprennent entre autres un réservoir d'oxygène liquide médical de 5000 litres, un évaporateur de 350 mètres cubes par heure et des équipements de régulation de la pression, de remplissage de bouteilles d'oxygène d'une capacité de 10 bouteilles par lot en conditionnement et l'oxygène liquide. Et cette initiative est née du désir du gouvernement des États-Unis, en fait, le peuple américain, de répondre aux besoins liés à la crise COVID-19. Et aujourd'hui, il va servir aussi à améliorer les soins au bloc opératoire et aux soins intensifs pour les personnes en détresse respiratoire. Ce projet LOX, ou oxygène liquide médical, qui traduit la bonne santé des relations Côte d'Ivoire-États-Unis, selon le ministre Pierre Demba, est une avancée majeure dans la volonté du chef de l'État d'offrir des soins de qualité aux populations. Ce projet va nous permettre d'équiper 7 établissements sanitaires qui ont été sélectionnés pour leur rôle de référence dans nos différents pôles régionaux d'excellence de santé. Les structures concernées sont le CHR de Korogo, de Mont, de Daloa, de Yamsokro, de Boaké et l'hôpital général de San Pedro et le CHR de San Pedro. Le projet est un bel exemple de collaboration réussie entre la Côte d'Ivoire et le gouvernement américain à travers l'USAID. Combien devront débourser les patients pour bénéficier de l'oxygène liquide médical? Le ministre Pierre Demba rassure. Les prix seront étudiés pour être à la portée de tous. Et les choses marchent aussi bien au niveau agricole. La caravane de distribution de semences de riz, de manioc et de maïs, ainsi que de l'engrais aux producteurs agricoles poursuit sa lancée après Adzopé et à Bengourou. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Ayomani, a mis le cap sur Bondoukou. Le reportage d'Herman Niamien. Les populations du Gontougou ont démontré une fois de plus au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, qu'elles répondront toujours présentes tant qu'il s'agira de sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Pour cette cérémonie de distribution gratuite de semences de maïs, de riz et de manioc, ainsi que d'engrais, elles ont pris d'assaut la place publique de Bondoukou. Depuis la nuit des temps, une région agricole, et le ministre aujourd'hui, par l'entremise du chef de l'État, vient de faire ses dons d'intrants pour nous permettre de produire davantage, de produire plus. Nous ne pouvons que lui dire merci. Les femmes du vivrier sont debout. Et nous sommes à l'ère de l'autonomisation de la femme. Nous, les femmes du Gontougou, je dirige une coopérative de 65 et pour un effectif de 7000 femmes jusqu'à ce jour. Donc, on l'accueille avec joie. L'objectif à travers cette distribution des semences est de renforcer la capacité du secteur agricole à accroître la production des cultures vivrières, notamment le maïs, le riz et le manioc. Déjà, 4700 producteurs se sont inscrits dans ce programme pour l'exploitation d'une superficie de 4437 hectares de terre. À cette cérémonie, ils ont reçu 4425 tonnes d'engrais et 165 tonnes de semences de riz et de maïs. Chers parents, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement l'ANACAG qui peut donner de l'argent avec ces produits que nous vous envoyons. Si vous faites du bon travail, alors demain, vous pouvez gagner plus d'argent
que vous n'en gagnez au niveau de la NACAD, au niveau du cacao. Représentant le Premier ministre Robert Begré-Mambé, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Adom Kakou-Wadia, a exhorté les populations à s'inscrire massivement dans ce programme afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Dans quelques mois, quelques années, certainement, les statisticiens agricoles viendront et diront que certes, les semences ont été distribuées partout, les engrais ont été distribués partout, mais le volume produit par Bondoukou est de loin le plus important. C'est tout le mal que je souhaite à cette région. Outre les intrants, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani a remis 9 tricycles aux coopératives agricoles pour les soutenir dans leurs activités. Il a par ailleurs indiqué que les personnes intéressées par ce programme peuvent toujours s'inscrire auprès des services de la NADER pour être prises en compte. Au terme de 4 mois de formation à l'École nationale des eaux et forêts, 128 militaires reconvertis en agents des eaux et forêts ont reçu leurs attributs de la corporation. Le ministre Laurent Tchagba a officialisé leur intégration au sein de la grande famille des eaux et forêts. Le ministre de tutelle les invite d'ailleurs à l'exemplarité et au respect de la hiérarchie. Frédéric Oulaye, Franco-Adio. Le béret vert et le port altier, les galons d'adjudant bien apposés sur les épaules, ces ex-forces armées FAS y intègrent officiellement la grande famille des eaux et forêts. 128 stagiaires, après une formation de 4 mois, reçoivent les attributs de la corporation des mains du ministre Laurent Tchagba. C'est toute une symbolique relevée par le directeur général des eaux et forêts. Il s'agit d'étouffer les effectifs d'agents de terrain. Pour les valeurs inculquées aux hommes qui sont désormais les nôtres, contribueront à n'en point douter à leur savoir-faire et leur savoir-être, pour faire d'eux des agents des eaux et forêts pétris de compétences. Monsieur le ministre des eaux et forêts, des ex-militaires comme ceux-ci, nous en demandons encore et encore, et nous avons hâte de les recevoir. Du statut de militaire à agent des eaux et forêts, la reconversion s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation militaire. Laurent Tchagba invite l'ensemble des agents à faire face aux défis de la sauvegarde des ressources naturelles. Chers nouveaux agents des eaux et forêts, faites votre travail dans la dignité, la fierté, le désintéressement, dans l'amour et la passion de servir la nation, la patrie, le tout dans le respect de l'humanisme. Vous devez donner le meilleur de vous-même, car la mission des eaux et forêts est un sacerdoce qui exige de vous une minutie sans égale. Vous devez être des agents exemplaires, respectueux de la hiérarchie, qui inspirent la confiance et le respect de tous. Ces 128 militaires aujourd'hui agents des eaux et forêts constituent la première vague de 1000 éléments destinés à rejoindre les rangs de la corporation. Ces stagiaires ont été formés dans 21 modules relatifs à la gouvernance forestière, de la faune et des ressources en eau. Voilà, la Côte d'Ivoire reste une destination privilégiée. La Côte d'Ivoire, notre pays, et le Danemark renforcent leurs liens de coopération. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidou Touré, était au forum ivoiro-danois. Il y a présenté les potentialités de notre pays en ressources animales et halieutiques. Les opérateurs économiques danois sont invités à venir investir dans le secteur agro-pastoral et industriel en Côte d'Ivoire. Le reportage de Christ Diomandé, commenté pour vous par Jean-Marc Gagui. Renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Danemark dans le secteur des ressources animales, halieutiques et agricoles et offrir des opportunités d'affaires. Voici l'objectif de la première édition du forum ivoiro-danois. Aujourd'hui, nous avons ce forum-là pour permettre aux entreprises danoises et aux entreprises ivoiriennes de pouvoir collaborer. Et il s'agit, à l'issue de ce forum-là, de pouvoir ajouter de la valeur à ce qui est fait. Il faut dire que la Côte d'Ivoire produit, elle a beaucoup de matières premières, mais pour pouvoir parvenir à un certain niveau de développement économique, il ne faudrait pas se limiter à la production.
il faut aussi parvenir à la transformation. Occasion pour le ministre Sidi Touré de mettre en exergue les potentialités de la Côte d'Ivoire en ressources animales et halieutiques. Nous avons 600 000 tonnes de poissons que nous consommons par an. Nous n'en produisons que 110 000 tonnes et nous devons produire, élever ces poissons au niveau local pour atteindre l'autosuffisance. 42 000 tonnes de viande bovine, 25 000 tonnes de viande ovine. Il y a un potentiel de chiffre d'affaires à réaliser d'environ 409 millions d'euros. J'invite les hommes d'affaires danois à regarder cela de plus près. Ce forum est une tribune pour la Côte d'Ivoire qui réaffirme son attachement à l'agriculture, aux ressources animales et halieutiques dans toute leur diversité. La lutte contre la pollution s'accentue aussi. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, a remis un camion laboratoire au CIAPOL, le centre ivoirien anti-pollution. L'engin d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA devrait permettre de gérer en temps réel les pollutions liées notamment à l'air, à l'eau et au sol. Grâce Kando. Un camion laboratoire équipé de détecteurs de pollution de l'air, du sol et de l'eau disponible désormais. L'engin vient d'être remis officiellement au Centre ivoirien anti-pollution par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Il va aussi renforcer les capacités opérationnelles en vue d'un suivi environnemental efficient. Par le passé, qu'est-ce que nous faisons? On envoie des missions pour faire de l'échantillonnage. Ces échantillons sont convoyés maintenant au laboratoire à Abidjan et c'est après que nous faisons les analyses. Donc cela peut mettre 48 heures. Et pourtant, souvent, là où on doit prendre les décisions en 24 heures, il y a des analyses qui traînent et on n'arrive pas à avoir ces décisions à temps réel. Mais avec ce camion laboratoire, on peut analyser les métaux, on peut analyser les hydrocarbures, on peut analyser tous les nutriments, on peut analyser aussi les bactéries, parce qu'il y a un aspect microbiologie. On peut analyser également toutes les composantes de l'air. Ce camion laboratoire de plus de 600 millions de francs CFA a été acquis sur le budget du projet de dépollution complémentaire des sites de déversement des déchets toxiques de Probo-Kuala dans le district d'Abidjan. Le CIAPOL, après la destruction de ces équipements, fonctionne au ralenti. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu donner des instructions pour qu'un camion laboratoire soit acquis pour permettre au CIAPOL d'être immédiatement opérationnel. Avec ce camion laboratoire, quelle que soit la partie du territoire affectée par un événement environnemental, le camion a la latitude de se déployer et il est très équipé, il permet de faire toutes les analyses. Avec ce camion laboratoire, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'un outil d'investigation en cas de pollution. Nous sommes le 20 mars aujourd'hui, c'est la journée internationale de la francophonie. Créer, innover, entreprendre en français, c'est le thème que se partage cette année le sommet de la francophonie et la journée internationale de la francophonie. L'OIF, comme la Côte d'Ivoire, encourage la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier de création d'emplois pour la jeunesse. La ministre Nasséné Touré poursuit sa mission à New York aux États-Unis d'Amérique. Elle a eu une série d'activités aujourd'hui même dans les échanges avec les personnalités des organisations internationales. Elle a évoqué la promotion des droits des femmes et la lutte contre la pauvreté. Envoyé spécial à New York, Ami Sissoko. La Côte d'Ivoire s'affirme sur la scène internationale. En marge de la CSW 68 à New York, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est activement engagée dans des discussions avec plusieurs institutions des Nations Unies. L'objectif de Nasséné Touré, renforcer les divers partenariats au bénéfice des Ivoiriennes. Amina Mohamed est la vice-secrétaire générale des Nations Unies et présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable. Amina Mohamed a piloté le processus qui a abouti au consensus mondial sur le programme de développement durable à l'horizon 2030 et à la définition des objectifs de développement durable. Avec elle a été évoqué le renforcement des relations entre l'Organisation internationale et l'État de Côte d'Ivoire, s'agissant de l'autonomisation des femmes et de la lutte contre la pauvreté féminine. Autre sujet abordé, l'élection de la Côte d'Ivoire à la vice-présidence du conseil d'administration de l'ONU Femmes. C'est une mission qui a été fructueuse. Nous nous sentons concernés
à plusieurs titres du thème de cette année, qui est celui de l'autonomisation de la femme, l'implication des institutions étatiques et l'accès au financement. Et cette rencontre, cet engouement s'explique du fait de l'amélioration de la condition féminine en Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Et cela a été possible, bien entendu, sous l'égide du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. La ministre Nassine Touré a été également reçue par Bineta Diop, envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Et Jenny Keita, directrice générale adjointe de UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Avec elle, ont été évoquées des questions liées aux droits des femmes en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, l'implication des femmes dans les résolutions des conflits et le maintien de la paix. Faire des échanges gagnant-gagnant avec nos sœurs du monde et d'ailleurs. Et je pense qu'on est sur la bonne voie et je suis convaincu, bien entendu, avec la volonté politique qui s'affiche, que la condition de la femme va aller de mieux en mieux. À travers la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassine Touré, toutes ces personnalités ont félicité le gouvernement ivoirien pour la prise de diverses mesures et initiatives en vue de la protection des droits des femmes et des filles. Voilà, et la jeunesse est aussi au cœur des priorités de notre pays. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune a organisé une cérémonie de remise de chèques aux ex-migrants de retour de la Tunisie. L'objectif est de leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus. Marie-France Koné, Didier Nguessan, le reportage. Plus de 98 millions de francs CFA décaissés pour financer le projet de 96 ex-migrants par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Ce don va leur permettre d'investir dans des activités génératrices de revenus. Je vais entreprendre un commerce qui va m'aider à pouvoir subvenir à mes besoins. Nous disons grand merci au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour que nous soyons vraiment de retour dans notre pays. Au ministère des Affaires étrangères, l'intégration professionnelle des ex-migrants est une priorité. L'État de Côte d'Ivoire se tient résolument à vos côtés pour vous apporter toute l'assistance nécessaire dont vous aurez besoin pour aller de l'avant et vous réinsérer dans le tissu socio-économique. Je vous exhorte également à faire bon usage des ressources mises à votre disposition pour la réalisation de vos projets. Ces chèques représentent le symbole de la solidarité du gouvernement. Je tiens donc à rassurer tous les migrants qui sont revenus dans leur pays que tous les engagements qui ont été pris par le gouvernement seront respectés. Ce sont 96 personnes qui vont bénéficier d'un financement à hauteur de 98 770 670 francs CFA. Et comme c'était rappelé tout à l'heure, sur les 96 personnes, 11 sont donc vivent à Abidjan et 25 à l'intérieur du pays. Les secteurs d'activité qui ont été priorisés par le porteur du projet sont le commerce avec 50 projets, les services avec 19 projets, l'agriculture et l'élevage avec 16 projets, l'artisanat avec 5 projets, la restauration avec 4 projets et le transport donc avec 2 projets. Une première vague de remise de chèques aux ex-migrants revenus de la Tunisie, du Soudan et du Niger a permis de financer 150 personnes pour plus de 143 millions de francs CFA. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale était aujourd'hui à l'Institut national supérieur de formation sociale. Dans cette structure sous tutelle, notez que plus de 1600 futurs agents sont formés et Maître Adama Kamara, le ministre, les exhorte à être des soldats de la protection sociale. Le reportage de Serge Collier. L'Institut national de formation sociale se positionne désormais comme un institut national supérieur de formation sociale, offrant plus d'opportunités aux étudiants. Le niveau supérieur nous permettra déjà d'intégrer des structures de renom. L'État fait l'effort de nous apporter le nécessaire pour que nous puissions travailler dans les meilleures conditions. Le directeur général se réjouit de cette réforme et salue
les efforts déployés par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Vous êtes arrivé à la tête de ce département ministériel, vous avez pris le projet en main et en très peu de temps, vous avez hissé l'établissement au niveau supérieur. Nous avons maintenant, grâce à vous, les atouts pour former des cadres sociaux de haut niveau qui impacteront certainement et positivement de leur analyse et réflexion toute votre politique sociale. Le ministre appelle les travailleurs sociaux à plus d'engagement. Vous êtes les soldats de la protection sociale de votre pays. Vous êtes le maillon indispensable. Continuez donc en toutes circonstances, dans l'exercice de votre fonction, à donner le sourire aux usagers des centres sociaux. Cette visite de Maître Adama Kamara se situe dans la dynamique de la journée des travailleurs sociaux. Il les exhorte à faire de ce secteur un véritable levier du développement de la Côte d'Ivoire. Et l'Agence nationale de la formation professionnelle et le comité d'organisation du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire ont récemment signé un partenariat. Cet accord de collaboration vise à renforcer la formation professionnelle de la jeune fille. Marie-France Okonen, Didier Nguessan, pour le reportage. Qu'attend la jeune fille ivoirienne de l'État pour son développement personnel? Tel est le thème qui sera soumis à la sagacité des candidates de la 28e édition du concours Miss Côte d'Ivoire, dont les présélections ont démarré le 2 mars dernier à Boaké, dans la région du Béké. Également soucieuse de l'épanouissement de la jeune fille, l'Agence nationale de formation professionnelle se joint au COMICI pour le renforcement de la formation professionnelle des candidates. D'où cette signature de convention entre l'AGFOP et le COMICI. Nous allons signer notre convention de partenariat, le COMICI et l'AGFOP, mais en réalité, le partenariat, il a déjà commencé. L'AGFOP, c'est le cabinet de l'ingénierie de la formation professionnelle de l'État. Donc, nous sommes le cabinet qui va vers le secteur productif pour identifier les besoins de formation professionnelle, les traduire en programme de formation professionnelle de courte durée. Comment choisir même un métier ou comment choisir une formation, l'AGFOP les accompagne justement dans la définition de ce projet professionnel. Pour Victor Yapobi, président du COMICI, ce partenariat contribuera au développement inclusif de la jeune fille. L'AGFOP a beaucoup d'atouts à faire partager avec la population ivoirienne, surtout avec la jeunesse ivoirienne qui est souvent dans un état de détresse et qui ne sait pas où s'orienter. Merci pour la confiance. Merci à vos agents qui sont sur le terrain avec nous depuis les 2 premières présélections. L'AGFOP et le COMICI s'engagent ainsi à faire de la beauté un pilier fondamental de l'éducation et de la formation des jeunes dans notre pays. Nous sommes à J-4 de la présidentielle au Sénégal. Le scrutin aura lieu ce dimanche. Les 19 candidats en lice ont eu 2 semaines pour battre campagne. La campagne qui se poursuit d'ailleurs des jours raccourcis, contrairement à ce qui est prévu dans le code électoral qui fixe à 21 jours. La campagne se déroule en plein Ramadan. Les 19 candidats et leurs lieutenants occupent donc le terrain, surtout le soir, après la rupture du jeûne, qu'ils soient de l'opposition ou de la coalition au pouvoir. Chacun a bâti son programme entre autres autour du respect des droits humains, de la création d'emplois, de l'industrialisation et de la lutte contre la migration irrégulière. Vous aurez le compte-rendu de notre envoyé spécial au Sénégal, Sidonie Davila, dans nos prochaines éditions. Très belle soirée. Je vous retrouve avec le même bonheur demain 20h sur la même chaîne et sur ce même plateau.